Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur iNews Sécurité dans notre émission Continuum. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Anthony Cousion-Marchand, qui est dirigeant de Galis International et de l'entreprise BS3i. Vous allez nous en parler dans quelques instants, mais surtout, on va parler un petit peu de votre parcours dans un premier temps. Vous êtes ancien, vous sortez de l'école Saint-Cyr, vous intégrez la gendarmerie, puis vous devenez assez rapidement numéro 2 du GIGN. C'était un rêve de rentrer au GIGN, qui est quand même mythique au sein de la gendarmerie. Alors, c'était surtout un rêve de devenir militaire. Ça, je l'ai fait en passant à Saint-Cyr. Et puis, il y a aussi un facteur conjoncturel, c'est-à-dire que, alors que je finissais ma scolarité à Saint-Cyr, les images de 94 sont encore dans nos esprits, l'assaut du GIGN sur l'Airbus de Marignane, ça a été le facteur déclenchant, en fait. C'est ce qui m'a donné l'envie de tenter de rentrer au GIGN. Et vous avez retrouvé le général Favier après? Exactement. Alors, à l'époque, il n'était que commandant Favier. Le commandant Favier m'a recruté au GIGN. Il était le commandant d'unité à l'époque où j'ai intégré. Puis, il a connu le parcours remarquable de carrière qui a été le sien. Et je l'ai revu à la fois à la tête des ressources humaines, puis après à la tête carrément de la gendarmerie. Et qu'est-ce qui vous a marqué dans cette période où vous avez été numéro 2 de GIGN? Est-ce que c'est beaucoup d'opérationnel ou en tant que numéro 2, c'est beaucoup d'administratif, de relations avec d'autres pays, de partage d'expérience? Qu'est-ce que la vie quotidienne d'un numéro 2 du GIGN et qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce passage à la gendarmerie? Alors, ça fait beaucoup de questions consécutives. La première, d'abord, je tiens à marquer l'espace-temps. J'étais commandant en second au début des années 2000, de 2002 à 2005. Le rôle de commandant en second du GIGN, il a changé de dimension. L'unité a pris une dimension tout autre. Elle est devenue beaucoup plus importante. Elle a intégré des compétences nouvelles. Je pense que ce qui reste malgré tout un invariant, c'est le fait que le commandant en second du GIGN, c'est une sorte de courroie de transmission entre un commandant d'unité qui doit avoir une vision stratégique, qui doit avancer, qui doit être en négociation continue avec les autorités publiques françaises, et puis une unité qui est une unité humaine, technique, matérielle, qu'il faut faire tourner, qu'il faut faire vivre. Donc tous les points que vous avez abordés sont vrais. Est-ce que c'est une grosse coopération internationale? Oui, c'est une grosse coopération internationale. Est-ce que ça l'est encore plus maintenant? Bien évidemment. Les menaces que l'on a connues ces dernières années, que ce soit les menaces islamistes, ou alors de la menace d'extrême droite, ou alors une autre menace, quelle qu'elle soit, suivant les périodes, c'est quelque chose qui fait l'objet d'une coopération internationale. Deuxième volet, le volet technique. Si vous travaillez pour régler les problèmes de piraterie sur avion ou régler les problèmes de trafiquants de stupéfiants qui utilisent des voitures, les relations avec tout l'environnement, les gendarmeries départementales, les forces étrangères, parce que les gens traversent les frontières avec de la drogue dans les voitures, mais tout ceci, ça nécessite une coopération internationale permanente. Le deuxième point, c'est est-ce que c'est une activité aussi de commandant d'unité? Bien évidemment, c'est une activité de commandant en second. Donc c'est une Avec un côté opérationnel. Un côté très opérationnel. Vous êtes sur le terrain, vous contribuez à la gestion des prises d'otages. Si l'opération est d'une certaine dimension, vous la commandez vous-même, comme le commandant peut la commander, mais c'est en fonction de celui qui est disponible. C'est aussi une activité de second, c'est-à-dire qu'il faut être le complément, l'avers de la médaille par rapport à un commandant d'unité. Il faut que les deux profils soient complémentaires. S'il y en a un qui est très emblématique, eh bien, il faut que l'autre soit plus administratif. S'il y en a un qui est très stratège, il faut que l'autre soit organisationnel. C'est une complémentarité et c'est pour ça que le binôme doit être bien constitué pour bien marcher. Est-ce que, alors du coup, dans cette période où vous avez été ce numéro 2, il y a eu, je ne sais pas, une opération ou un fait marquant sur lequel vous souhaitez revenir? Alors, paradoxalement, il n'y a pas eu un fait marquant, il y en a eu plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a eu une succession d'événements qui nous ont fait prendre conscience de ce à quoi nous allions être confrontés. Les premiers événements, ça a été de voir l'arrivée de terroristes en France. On pense à Raleigh de Quelcal, des terroristes qui arrivent 1995. 95, voilà, avec une idéologie, des gens qui sont entre guillemets des loups solitaires, donc très vite on se rend compte que ce ne sont pas des loups solitaires, parce que l'expression est très, très mal employée, puisqu'il y a quelque chose derrière. Ensuite, ça a été un premier élément. Vous avez, vous, là, à ce moment-là, pressenti, non pas ce qui allait arriver 20 ans plus tard, mais vous sentiez la montée de l'islamisme radical et du terrorisme. Oui, avec Khaled Kelkal, mais c'est quelque chose que vous sentiez monter dans la société. Alors, on ne l'a pas vu monter dans la société française, on l'a vu monter avec deux éléments. Le premier élément, ça a été dans la société française, voir une société qui se transformait.
L'intérêt d'être gendarme, c'est que vous avez des gendarmes partout sur le territoire et les officiers du GIGN sont amenés à intervenir. Ce que dit souvent la gendarmerie, c'est les meilleurs capteurs, c'est effectivement les casernes de gendarmerie. Complètement. C'est Complètement. les signaux faibles détectés par tous les gendarmes de France, quoi, les Tout à fait. gendarmes de France, quoi. Le commandant du GIGN, son second, certains de ses officiers sont amenés à intervenir auprès des gendarmes mobiles qui font des opérations de maintien de l'ordre et de renfort sur tout le territoire national, à Saint-Astier, lors de très nombreux événements. Ils sont amenés à intervenir aussi devant les commandants de groupement, donc les gens qui commandent les unités de gendarmerie qui tiennent un département. Ça les amène à avoir cet échange interactif qui permet d'avoir un retour sur ce que la situation dégage comme tendance, comme évolution ou comme menace. Donc ça, c'était le premier axe. Et puis le deuxième axe était un axe international où, dans cette période du tout début des années 2000, on a commencé à voir apparaître le 11 septembre, les attentats de la Dubrovka, l'arrivée des Tchétchènes avec une idéologie qui les portait en Russie, les attentats de Mumbai. On a vu dans nos correspondants étrangers des retours d'expérience qui étaient faits par nos homologues. Et là, on a commencé à se dire, il y a à la fois une tendance, la montée d'un terrorisme islamiste, et puis des modes d'action particuliers avec la mort recherchée, non plus assumée, mais recherchée, avec des actes qui pouvaient être des actes individuels ou collectifs, avec des savoir-faire techniques, des gens qui s'étaient entraînés, qui s'étaient préparés, qui avaient planifié leurs opérations. Ça, dès la fin des années 90 et au début des années 2000, ça, on l'a vraiment vu monter et c'est devenu quelque chose de très prégnant. Donc ça a été le premier point qui m'a marqué. Le deuxième point qui m'a marqué, ça a été la difficulté de nos interventions. Le GIGN, jusqu'au début des années 2000, était une unité qui ne faisait que de l'intervention. Il n'y avait pas de protection et beaucoup moins d'observation qu'il y en a maintenant. Et donc, nous nous confrontions à une adversité qui était de plus en plus protéiforme et en même temps de plus en plus soudée. Les communautés qui étaient face à nous, des communautés que l'on avait l'habitude de gérer de manière individuelle, faisaient alliance. On se souvient tous, et je le dis avec d'autant plus d'humilité que ce n'est pas le GIGN qui l'a arrêté, Antonio Ferrara, qui était un délinquant français, est arrivé avec cette intuition et cette capacité à fédérer des adversités pour les forces de l'ordre qui jusqu'ici travaillaient en silo. Et ça a vraiment été quelque chose qui a marqué le début des années 90, c'était de se dire, on va avoir face à nous une communauté étrangère qui peut être, sans en cibler l'une spécifiquement, une communauté turque, une communauté kosovare, une communauté de gens du voyage, mais qui paradoxalement ne va pas travailler en solo, va faire alliance avec des trafiquants de stupéfiants qui viennent du Sénégal, avec des passeurs qui peuvent être des passeurs libyens, et on peut avoir cette espèce de magma avant qui était constitué de coulées de lave séparées. Là, tout à coup, on a vu une agrégation et on a vu des éléments qui se constituaient comme une entreprise, de manière très organisationnelle, avec des fédérations, tel artificier, on va aller le chercher à tel endroit parce qu'il est bon. Et ça, nous l'avons vécu, ça a marqué le début des années 2000, et c'est tout ce qui a conduit le commandant d'unité de l'époque et moi-même à travailler sur une réorganisation du GIGN, qui est venue après mon départ de la gendarmerie, qui s'est mise en œuvre et qui fait le GIGN actuel. Oui, parce que du coup, à un moment, après, vous quittez la gendarmerie, après vous repassez en gendarmerie après le GIGN, mais très vite, vous rentrez à la Cour des comptes en tant que magistrat. C'est pas commun, cette passerelle et ce parcours. Non, c'était presque un grand écart. C'est vrai que ce n'était pas commun. Je crois que j'étais le premier officier. C'est pas super opérationnel, la Cour des comptes, si? Alors, ça manque de terrain, non? Ah oui, effectivement, en termes d'activité physique, le rythme a été très différent. Il y a quelque chose qui restait commun, et puis il y avait une originalité. L'originalité, c'est vrai que la Cour avait coutume de recruter, en plus des énarques qui constituent le principal vivier de son recrutement, elle recrutait ponctuellement des militaires. Mais très souvent, ces militaires avaient déjà des compétences économiques et financières mises en œuvre dans leur activité militaire. C'était des gens qui venaient du commissariat, des armées. Et là, la Cour des comptes a décidé, me choisissant, de recruter quelqu'un qui était clairement un officier des armes, quelqu'un qui avait un parcours très opérationnel. Et c'était un choix délibéré de la Cour, sous l'égide de son premier président, qui était Philippe Séguin à l'époque, qui était de se dire cette voie est une voie d'ouverture, utilisons-la comme une vraie voie d'ouverture, choisissons des gens qui ont le service public... Une expertise, le service public ancré au fond d'eux-mêmes, et qui sont capables de nous apporter, par curiosité intellectuelle, une volonté de nous ouvrir, mais avec des réflexes de base qui ne sont pas seulement les mêmes réflexes que tous ceux qu'on a recrutés jusqu'ici, très marqués juridiques, économiques et financiers, mais aussi des réflexes un peu opérationnels. J'allais sortir un peu du recrutement énarque. Du recrutement énarque endogène. Et puis, il y avait cette volonté de Philippe Séguin de dire que le fait de prendre des gens avec un parcours comme celui-ci, qui était un parcours marqué de plus d'une dizaine d'années d'activité professionnelle,
Ça permettrait de recruter des gens qui avaient déjà vécu, on était à l'époque de la mise en œuvre de la LOLF, la loi organique sur les lois de finances, on avait des gens qui étaient d'ores et déjà au contact des usagers, au contact des citoyens, alors les citoyens qui étaient plaignants ou qui étaient agresseurs dans mon cas, mais aussi des usagers des services publics et qui avaient ce regard en se disant, je me remets en cause en permanence en me disant, qu'attend de moi le citoyen, qu'attend de moi l'usager des services publics. Le GIGN, s'il se préparait encore maintenant à gérer des prises d'otages comme celles qu'on faisait dans les années 90, il serait complètement has-been. Donc le but, c'est de faire cette préparation. Et deux, la manière dont nous agissons, en particulier quand on agit en civil ou dans des modes d'action très, très spécifiques, très fins, très particuliers, c'est un mode d'action qui doit prendre en compte l'intégralité de la société sur les usagers des services publics. Qu'attendent les usagers des services publics d'une force de l'ordre? Est-ce qu'elle doit être visible? Est-ce qu'elle doit être discrète? Est-ce qu'elle doit être efficace? Est-ce qu'elle doit communiquer? Et ça, c'est ce que la Cour des comptes allait chercher sur quelqu'un avec un parcours différent. Donc une vraie plus-value, je l'espère. Avec un autre regard. Donc, ancien numéro 2 du GIGN, ancien magistrat de la Cour des comptes, aujourd'hui en disponibilité, et vous avez souhaité intégrer le monde privé, j'allais dire le monde de la sécurité avec un grand S. Et vous êtes aujourd'hui à la tête de deux entreprises, Galis International et BS3I. Vous pouvez nous en dire un mot là, de présentation de ces deux entreprises qui ont, Galis International ont a priori un rayonnement international et BS3I qui intervient plus sur le champ français? Oui. Alors, Galis est né à la fin des années 2000. Et moi, j'y suis entré beaucoup plus tard. J'y suis donc rentré au milieu des années 2010, avec une société qui avait été créée avec quelques grands axes de singularité sur le marché français. Le premier grand axe, c'était celui-là, celui qui a présidé à la création de Galis International, c'était de se dire, nos clients vont être des entreprises qui ont besoin de se faire accompagner en matière de sûreté et de sécurité, mais nos clients peuvent être aussi des États, puisqu'il y a un continuum entre ce que fait l'entreprise, ce que fait l'État. L'action d'une entreprise à l'étranger doit prendre en compte les contraintes de l'État étranger. Donc, la volonté de Galis International était de se dire, nous allons former des fonctions publiques dans certains États étrangers, renforcer les capacités des fonctions publiques de certains États étrangers, et en même temps, travailler au profit des entreprises. Ces deux compétences, aussi paradoxales que cela soit-il, elles étaient totalement complémentaires. Vous travaillez, comme nous l'avons fait, pour accompagner des grands événements dans des pays africains. Oui, par exemple, Galis International a aidé, on peut le dire, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Exactement. Par exemple, concrètement, c'était quoi la plus-value de Galis International là-dessus? Alors, dans les premières que nous avons faites, notre plus-value... Oui, on avait organisé plusieurs. Voilà. Ouais. Notre plus-value était vraiment d'accompagner les autorités sur du renforcement de capacités. Par exemple, l'État se rend compte qu'il a une faiblesse en lutte antiterroriste. Eh bien, on va les aider à renforcer la capacité de leur unité de lutte antiterroriste et de leur architecture. Mais ça passe par de la formation, oui. Ça passe par de la mise à disposition de personnels français qui ont une expertise et qui vont aider les cadres de la sécurité de tel ou tel pays, quoi. Y compris l'engagement des cadres de Galis, qui ont des expériences variées, y compris des dirigeants, à aller former des directeurs de cabinet, des ministres, à la gestion de crise, en leur disant, voilà, dans l'hypothèse où vous ayez une crise majeure qui se présente sur votre territoire, une partie de nos formateurs vont former votre GIGN, votre unité d'intervention locale. Une partie de nos formateurs, qui sont plutôt issus de la haute fonction publique, vont vous aider à mettre en œuvre ces capacités et à faire exploiter au maximum ces capacités nouvelles que vous avez par votre appareil d'État. Et puis nous, les dirigeants, on va s'approcher de vous, on va mettre à votre disposition nos compétences pour vous aider à comprendre ce que c'est qu'une gestion de crise qui interviendrait dans un événement sportif, festif, populaire, et de voir quelles sont les contraintes spécifiques qui s'appliquent à ça, comment on y répond, comment on réagit, et qu'est-ce que vous devez avoir sur étagère en capacité de gestion de crise, en capacité de réaction. Donc ça c'est ce qu'a fait Galis International pendant des années au profit des États, avec bien évidemment des missions de moindre niveau, quand on a formé des unités de lutte contre les explosifs avec de la recherche cynophile ou des unités de sécurité aéroportuaire. D'accord. Et BS3I? Alors BS3I, c'est une société qui a été créée dès l'origine de Galis sur l'un de ses deuxièmes piliers, qui était de dire nous devons couvrir tout le continuum des prestations que nos clients souhaitent auxquelles ils souhaitent pouvoir faire appel, qui vont de la protection physique des personnes à la protection du patrimoine de l'entreprise, en termes d'image, en termes d'infrastructures, mais aussi, bien évidemment, le patrimoine économique et financier de l'entreprise. Donc, il fallait une société qui fasse de l'intelligence économique,
qui fassent de la recherche de dispositifs espions, que ce soit sur les Ce qu'on appareils appelle le électroniques. dépoussiérage. Dépoussiérage, exactement. Expliquez un peu, parce que du coup, on a quand même beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont à la tête d'entreprises et qui peuvent être sensibilisés sur ces questions de dépoussiérage. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose d'ancré dans la tête des dirigeants d'entreprise, ce risque d'espionnage, ce risque économique. Alors, dirigeants d'entreprise français. Française. Parce qu'on se rend compte que chez nos concurrents anglo-saxons, la méthode est beaucoup plus acquise. Tout à fait. Et le rythme commence à se prendre. C'est-à-dire qu'on commence à se rendre compte qu'il y a chez les chefs d'entreprise français, alors pour l'instant, c'est vraiment, ça démarre avec l'intelligence économique, la nécessité d'aller chercher de l'information économique en se rendant compte que, à défaut, c'est une faiblesse, et l'avoir avec soi, c'est un atout opérationnel et c'est un atout business. Ça, on commence à le voir. Après, le dépoussiérage, ça va de la manière la plus basique, aller chercher dans une pièce dans laquelle se tiennent des conversations sensibles, un micro qui aurait pu être laissé par un concurrent, par exemple, un dispositif d'espionnage, quelque chose qui peut être de plus en plus perfectionné désormais, de plus en plus discret. Donc nous sommes l'une des 2 sociétés qui a l'appareil le plus cher, le plus performant et le plus compétitif qui nous soit autorisé à la détention, parce qu'il y a un appareil d'un niveau supérieur, mais qui n'est autorisé qu'au service d'État. Donc nous, on a le niveau maximum d'équipement qui nous permet d'être détenus, et là, on va chercher tous les systèmes d'enregistrement, de détection, de captation. Et parce qu'on sent, notamment la DGSI a commencé un peu à sensibiliser là-dessus un certain nombre de grosses entreprises, en disant que le risque quand même, notamment d'espionnage économique, on ne va pas citer les pays, mais on y pense tous à certains pays, sont de plus en plus actifs sur notre sol national. Est-ce que vous l'avez senti un peu en termes de trouvailles ou pas spécialement parce que c'est une difficulté, quoi? Alors, en termes de trouvailles, c'est simple. La dernière fois que j'ai voulu convaincre un client, j'ai fait un test à Paris dans 3 endroits différents. Ouais. Et sur les 3 endroits différents, bip, je fais un test positif. C'est-à-dire que dans les 3 endroits différents, il y a quelqu'un qui fait travailler un appareil interdit sur le territoire national, qui est un IMSI catcher, pour essayer d'écouter les conversations de quelqu'un. Alors, pas forcément mon client, mais là, en l'occurrence, alors que cet appareil est interdit, on fait 3 sites dans Paris et banlieue, et les 3 fois, on sait qu'il y a quelqu'un qui travaille avec un appareil illégal. Il y a quand même un vrai souci de souveraineté nationale sur lequel vous agissez. Est-ce que vous arrivez à agir, justement, ça sera un peu pour faire la transition avec la dernière partie sur le continuum de sécurité. Est-ce que, justement, en tant que vous qui avez été pendant des années dans les services publics, maintenant vous êtes dirigeant d'entreprise, est-ce que sur ce type de travail, vous arrivez à travailler en étroite collaboration avec les services de l'État? Ou c'est compliqué? C'est une très bonne question et la réponse, est ambivalente. C'est-à-dire que d'un côté, et vous l'avez très bien dit, il y a une vraie volonté de la part de l'État et de la part de plusieurs agences travaillant au profit de l'État et de services et de ministères de faire prendre conscience aux entreprises que c'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu de performance économique et c'est un enjeu de protection des intérêts français. Ça, je trouve que ça a beaucoup progressé et le message, il passe. Il est entendu, il est répété. Je n'ai jamais fait autant de conférences dans lesquelles le service public me dit de venir présenter les enjeux, ce que l'on trouve, les menaces que l'on peut voir, et aussi jouer de l'extérieur, un peu le rôle de la Cour des comptes, jouer le rôle de l'auditeur extérieur qui vient, qui apporte un regard externe et un discours complémentaire aux services internes en leur disant attention, vous avez des fragilités. Et nous, de l'extérieur, on confirme ce que vous disent vos services internes, où il y a des fragilités. Donc ça, je dirais que l'effort est fait. Après, la deuxième partie de votre question, est-ce que le lien il est fluide avec les autorités? Il reste du chemin à faire. Il reste du chemin à faire. Et alors justement, c'est un peu le sens de mes dernières questions. C'est quelle est votre vision, vous, du continuum de sécurité? Parce qu'il y a du chemin à faire, mais aujourd'hui, vous avez eu quand même des responsabilités qui ont été exceptionnelles. Numéro 2 du GIGN, magistrat à la Cour des comptes. Aujourd'hui, vous avez un regard de patron d'entreprise française qui intervient à la fois sur le sol national, mais aussi à l'international. Et j'allais dire, ma question est double, c'est est-ce que vous avez suffisamment de soutien, j'allais dire, parce que c'est aussi l'influence de la France et le rayonnement de la France, pour pouvoir intervenir dans différents pays, pour former justement, renforcer les capacités sécuritaires des différents États. Et là, quelle est votre vision du continuum en tant que dirigeant d'entreprise aujourd'hui sur le sol national, international et national? Oui. Parce que vous avez ces deux casquettes. Oui.
Sur l'international, le vrai sujet est un sujet de défense des intérêts français, avec la question de savoir si on fait comme les Britanniques en particulier, et qu'on a un ministère ou quelqu'un qui a grade de ministère comme le DFID, qui met les gens au pas et qui leur dit, je reprends un exemple qui n'est pas du domaine de la sécurité, on va lutter au Moyen-Orient pour un marché sur du nucléaire et du nucléaire civil, et donc je mets tout le monde en ordre de bataille, tous les énergéticiens français, je leur fais comprendre que c'est comme ça que le dispositif va se mettre en œuvre pour qu'on gagne. Est-ce qu'on choisit ce modèle à l'anglo-saxonne, ou est-ce qu'on fait un modèle à la française, tel qu'on l'a fait jusqu'ici, ou, comme me le disait un ami écossais il n'y a pas très longtemps, quand je vois un Français qui arrive sur un marché étranger, je m'inquiète parce que je sais qu'il va être bon. Quand j'en vois deux, je me rassure parce qu'ils vont se tuer entre eux et c'est moi qui tirerai les lauriers. Et justement, il y a une vraie concurrence Oui. à l'étranger. Il n'y a pas de rationalisation Non. qui est faite. Mais il y a quand même des grandes institutions à l'étranger sur les domaines de sécurité. On a Civipol, Expertise France. Est-ce qu'ils n'ont pas un rôle de catalyseur et de fédérateur, ou ils l'ont pas sur tous les sujets, j'imagine? Alors, je ne pourrais parler que pour ma partie, c'est-à-dire Ouais. la partie Galice, sur laquelle nous, on a fait d'énormes efforts de pédagogie, de contact, de présentation auprès des différents acteurs. Vous avez oublié le Quai d'Orsay, qui est un acteur important. Bien sûr. Donc, il y a le Quai d'Orsay, Expertise France, et tous ces acteurs, nous, on a fait des démarches pour aller vers eux, et à chaque fois, pour des raisons qu'on peut expliquer. Je connais la complexité, parfois la lourdeur de la machine administrative, et puis aussi parfois son manque de temps. Mais l'investissement n'a pas été payé de retour. On n'a pas eu le retour à la hauteur de ce qu'on y avait investi. Donc ça, c'est vrai qu'il existe un appareil. Après, cet appareil, il est divers. Nous avons connu sur plusieurs pays, je crois que j'ai connu à peu près tout l'éventail des réactions, entre l'ambassadeur qui a compris les enjeux, qui en voit l'intérêt pour lui, en défenseur des intérêts de la France, qui va vous accompagner, vous aider, même vous mettre sur le grill pour savoir si vous avez un concurrent français ou si vos concurrents sont israéliens, américains ou russes sur tel secteur d'activité, afin d'avoir une offre avec le côté public et avec le côté privé qui soit le plus efficace. Je l'ai connu, donc ça prouve qu'on a des ambassadeurs qui se sont saisis de cette mission. Et puis le côté complètement contre-productif j'ai connu d'un ambassadeur qui va passer notre proposition commerciale à un concurrent sans se rendre compte que tout ceci est absolument confidentiel, ou les personnels de l'ambassade qui vont faire ce genre de choses sans se rendre compte que pour nous c'est une vraie perte de plus-value et de valeur. Et en France, est-ce que vous y croyez à cette histoire de continuum de sécurité ou de sécurité globale, et comment vous y inscrivez? Alors, d'abord, le continuum, il existe d'une part parce que, comme tous mes concurrents, une grande partie de mon recrutement est un recrutement qui va piocher dans des jeunes retraités des institutions. Donc, je garde un contact de facto avec ce qui se fait sur le territoire national. Et au fur et à mesure de l'expérience de Galice, on a recruté à des niveaux de plus en plus élevés. Donc, on en commence à avoir des gens qui ont vraiment, sans faire injure aux autres, des gens qui ont une vision panoptique de l'État et des enjeux de sécurité et de ce continuum. Donc ça, c'est vrai que malgré tout, il y a en permanence un flux entrant de personnel qui fait qu'on garde un peu le contact. En revanche, et on le voit bien actuellement sur la préparation des JO 2024, on a été édifié par ce qui s'est passé à Londres en 2012. Le but est absolument d'éviter qu'il ne se reproduise la même chose en France. On se rend compte qu'on a agi peut-être un peu légèrement, un peu tardivement, et peut-être les deux d'ailleurs, pas assez d'efforts et peut-être démarrer les efforts un peu tard, que la mayonnaise avec les différentes administrations a du mal à monter. C'est un peu compliqué que tout le monde se saisisse des enjeux de sécurité, qui sont des enjeux majeurs. Et puis, leur relation avec le secteur privé, elle reste marquée d'une image. Une image qui est à la fois très juste. Vous prenez un exemple, l'un de mes principaux concurrents anglo-saxons, et mes principaux concurrents anglo-saxons, bénéficient tous de commandes publiques entre 1 et 3 milliards par an du département d'État. Quand vous faites 1 à 3 milliards par an de dollars garantis par le département d'État, vous avez une superficie financière, une solidité des garanties de conformité, de compliance, qui rassure tous vos interlocuteurs nationaux, les Européens, tous. Quand vous n'avez pas ça, et c'est le cas de la France, puisque je pense parler au nom d'une grande partie de notre activité, nos commandes publiques sont quand même très minoritaires. D'abord, nous sommes des petites entreprises. Les plus grosses d'entre nous sont des entreprises en quelques dizaines de millions d'euros. Ce sont des petites entreprises. Donc on n'a pas la solidité, la fiabilité que l'on pourrait attendre de quelqu'un à qui vous demandez du jour au lendemain de mettre 1000 agents de sécurité pour remplir telle mission de recherche des profils atypiques, par exemple, dans une foule. Donc on n'a pas cette envergure financière. Et puis le deuxième point, au-delà de notre taille,
Il y a aussi la relation avec les autorités qui fait que moi je vois mes concurrents étrangers, je pense dans le monde britannique, dans le monde espagnol, dans le monde américain, on a une relation de confiance, de coproduction de sécurité. Ceci n'est pas un vain mot parce que de toute façon c'est obligatoire. Nous, quand on essaye de faire comprendre que notre partie d'activité, surtout quand on prend la relève, je pense à une mission que nous avons menée il y a quelques années, où on assurait la protection d'un navire furtif américain dans des eaux territoriales françaises, c'était quand même d'une complexité rare, et bien évidemment, la coopération avec les services d'État devait bien se passer, puisque nous étions équipés lourdement pour assurer cette mission de protection. Il y avait un enjeu diplomatique, bien évidemment, et je comprenais très bien qu'une société américaine refuse de se faire protéger par l'État français, parce que c'est un navire de guerre américain. Donc il y avait cette nécessité d'une coopération et, comme on le disait, du continuum, de se dire, eh bien, s'il se passe quelque chose, comment est-ce qu'on passe fluidement le dossier d'une unité Galice qui est présente sur le terrain à une unité de police ou de gendarmerie qui sera dans le continuum. Pour la petite histoire, je crois que le préfet nous a répondu 6 semaines après que la mission a été finie. Donc le continuum, il est encore à améliorer. Rémi, pour terminer, est-ce que vous aviez un message à faire passer en 1 ou 2 phrases? Je pense que les entreprises françaises doivent continuer à faire un énorme effort pour se protéger. Protéger leur personnel, protéger leurs infrastructures, faire des audits, des tests de pénétration, parce que ce n'est pas quand, comme la préfecture de police, on se fait assassiner 4 personnes par quelqu'un qui s'est radicalisé, alors qu'on est dans un environnement qui se pensait aussi protégé de la préfecture de police, il ne faut pas réagir après la guerre. Et surtout, quand on part à l'étranger, quand on part dans des missions à l'international, la protection, elle est physique, elle est numérique et elle est personnelle. Il faut préparer les gens à se retrouver dans une situation compliquée, à Bangui ou à Sanaa. Il faut préparer les gens en amont à ne pas se balader dans l'avion et à finaliser sa proposition commerciale dans l'avion sans filtre de sécurité sur son siège. Et il faut préparer ces gens-là à se dire, si la situation se dégrade, vous êtes encadré par une société comme la nôtre ou une autre, une société de sécurité aguerrie qui va vous demander tel et tel et tel élément, et ça se prépare en amont afin qu'il ne soit pas surpris. Donc il faut protéger ces hommes, il faut protéger ces informations, et il faut protéger organisationnellement la sécurité de l'entreprise, parce que le patrimoine et le développement économique de la France en dépendent. Merci Anthony pour cet échange qui était extrêmement riche, et bravo pour ce parcours totalement iconoclaste et hyper intéressant. Vous pouvez retrouver cette émission sur les réseaux sociaux et toutes les émissions précédentes sur ANews Sécurité. À bientôt.